Si on regarde bien, on n'entend jamais les indigènes parler, et parler des choses qui les préoccupent, parler des choses dont ils ont envie de parler, et d'être à la première personne, et que ce soit eux les acteurs principaux. Il y a des gens qui arrivent quand ils font la visite et qui disent « Ah mais il est habillé en jean, il a un téléphone, moi je croyais qu'il aurait des plumes sur la tête, je suis déçue, c'est pas un vrai guérisseur, c'est pas un vrai indigène. » Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant, aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello hello, bienvenue pour ce 45e épisode de Chronique de voyage. Je suis tellement contente d'enfin pouvoir te faire écouter cet épisode. Ça fait vraiment longtemps que je voulais l'enregistrer. Et il faut savoir que pour moi, les peuples indigènes, les peuples premiers, il y a pas mal d'appellations, ont beaucoup à nous apprendre. Une des raisons qui fait que je voulais venir sur le continent américain, c'était justement pour pouvoir aller à leur rencontre. Alors pas en mode comme tu peux le voir en Asie par exemple, tu vas voir les femmes girafes faire des photos avec, mais vraiment pour pouvoir découvrir leur mode de vie, leur sagesse. Parce que pour moi ils ont tout compris. Et que la société dans laquelle on vit aujourd'hui a énormément à apprendre d'eux. Quand j'ai découvert Pam, elle habitait donc au Costa Rica à côté d'un peuple qui s'appelle les Huetar. Et donc quand je me suis dit que j'allais faire des interviews dans le podcast, je me dis je veux entendre son témoignage, je veux qu'elle nous partage la sagesse des Huetar. Parce que je savais déjà que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, de transmettre leur enseignement, leur connaissance, leur sagesse. Et donc j'ai tout de suite pensé à elle. Ça a mis du temps à ce qu'on arrive à se caler pour faire cette interview, mais elle est enfin là. Donc je suis vraiment heureuse de te proposer ça et j'espère que ça te plaît. C'est un type de voyage qui change énormément, donc viens me dire ce que tu en penses et je te souhaite une belle écoute. Hello hello, bienvenue Pam sur Chronique de voyage, la toute première à qui j'ai parlé, la toute première invitée que je voulais recevoir. On a mis au final je pense plus d'1 an à réussir à se caler parce que toi t'étais sur le continent américain, moi en France et maintenant on a inversé. Alors bienvenue, merci à toi d'être là. Merci beaucoup Alban de m'avoir invitée. Et oui, effectivement, on s'est croisés entre l'Europe et l'Amérique latine. Et maintenant, donc, c'est moi qui suis en France et toi qui es au Brésil. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Pam, j'ai 35 ans dans une semaine et je suis donc originaire de France, mais je suis nomade, donc je bouge beaucoup. J'ai voyagé ces 7 dernières années entre le Costa Rica, le Canada, la Guadeloupe, la Nouvelle-Zélande, enfin voilà, plein de pays, en Europe aussi. Et mon activité principale, on va dire, c'est de faire du tambour chamanique et des retraites holistiques. C'est la 4e année que je fais ça maintenant à plein temps.
après un gros changement de vie, parce qu'avant j'étais ingénieure au CNRS en neurosciences, donc rien à voir. Est-ce que tu veux bien, pour les personnes qui ne connaissent pas, expliquer déjà ce que c'est que le tambour, parce que tout le monde ne connaît pas, les retraites holistiques, ce que c'est. Si tu veux bien juste expliquer un petit peu, s'il te plaît. Yes. Alors le tambour chamanique, c'est un tambour, voilà, comme vous pouvez l'imaginer, avec une peau tendue sur un cercle rond. Donc ça ressemble à un truc rond. Et on a une maillotche avec laquelle on tape dessus. Et ce tambour, en fait, on va s'en servir. Il y a plein d'utilisations possibles. Mais une des utilisations, c'est de faire des voyages chamaniques avec. Donc en fait, on va jouer d'une manière particulière, avec une fréquence particulière. Le cerveau va se caler dessus et on va pouvoir faire des voyages chamaniques. C'est en fait le fait de rentrer dans un état de conscience modifié, un petit peu comme quand on prend des plantes médecines, ou il y a plein de manières de rentrer dans des états de conscience modifiés. Et moi, ce que j'aime bien avec le tambour, c'est que c'est simple, c'est légal, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de vomir ses tripes pendant 3 heures. Et on peut quand même accéder à des mondes invisibles, à des choses qu'on ne voit pas dans la réalité ordinaire. Et après faire des choses un petit peu énergétiques, spirituelles, avec cet outil. Et les retraites holistiques, donc c'est des moments où je passe 48 heures en tête-à-tête avec une personne. Donc c'est individuel, et pendant ces 48 heures, j'accueille la personne telle qu'elle est, avec ce dont elle a besoin et comme elle est. Donc par exemple, parfois il y a des personnes qui arrivent avec des problématiques précises, et donc on essaye de résoudre ce truc-là. Ou alors il y a des personnes qui arrivent en me disant là j'ai juste besoin d'un cocon d'amour, parce que dans ma vie c'est un peu le bordel, et voilà, j'ai besoin... j'ai personne pour me faire des câlins, et des fois on fait des retraites où je passe 24 heures à faire des câlins sur 48 heures. Ou alors il y en a qui dorment pendant 24 heures parce qu'ils sont tellement crevés, en burn-out, et ils n'ont pas l'espace de faire ça chez eux ou chez elles. Et donc ils viennent là et juste ils lâchent, ils se reposent. Et moi je suis comme un cocon enveloppant autour de ces personnes, et je suis là pour leur apporter ce dont elles ont besoin. Et parfois elles savent pas ce dont elles ont besoin, et donc on va creuser ça. Des fois on va faire du travail de l'ombre, du shadow work, on va creuser dans les hontes, dans les peurs, dans les doutes. Voilà, ça dépend vraiment de ce que la personne souhaite faire. Ça peut être très doux, ça peut être très dark. Et pendant ces retraites, donc j'utilise aussi le tambour chamanique quand c'est approprié, mais plein d'autres outils que j'ai pu aussi apprendre pendant mes nombreux voyages. Super. Est-ce que tu pourras me donner toutes les informations sur où te retrouver, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui veulent en savoir plus, qui veulent peut-être venir te poser des questions sur ce que tu fais, pour que je puisse mettre en description? Oui, avec plaisir. Je suis principalement sur Instagram, donc Ok. pamdamour_tambour, et puis j'ai aussi un site web, pamdamourtambour.com. Voilà. Parfait. Je les noterai du coup, pour que les gens aient juste à cliquer et venir voir s'ils ont envie de câlin et de dormir. Et C'est pas ça qu'il d'autres fallait choses. retenir. Les câlins, c'est la vie. On est d'accord. Je voulais discuter avec toi d'une chose en particulier, parce que tu as beaucoup voyagé, on pourrait parler d'énormément de choses. Mais moi, il y a un voyage qui m'a marqué dans ce que tu as fait, et j'ai vraiment envie d'en savoir plus. C'est que au Costa Rica, tu étais avec le peuple Huetar. Du coup, j'ai vraiment envie qu'on parle de cette expérience-là. Donc là, il y a plein de questions qui me viennent en tête. La première chose, déjà, est-ce que tu veux bien expliquer le peuple Huetar, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde ici qui connaît. Si tu veux bien commencer par expliquer. Ouais. Donc effectivement, j'étais en voyage au Costa Rica, et puis j'ai rencontré une personne qui s'appelle Coyote. Donc c'est son nom indigène. En vrai, il s'appelle Nelson. C'est un petit peu moins exotique. Et donc j'ai rencontré Coyote, et j'ai décidé d'aller déménager pour habiter à côté de chez lui. Et j'y suis restée donc pendant 1 an. Alors, les Huetar, c'est une communauté indigène du Costa Rica. Il en reste 7 ou 8, je crois, des communautés indigènes au Costa Rica. Et leur peuple, alors selon Coyote, qui est un guérisseur et artisan de la communauté, le peuple aurait entre 10 000 et 12 000 ans. Donc il remonterait très très loin. Et selon lui, ce peuple, il est aussi différent des autres communautés indigènes du Costa Rica, parce qu'ils se ressemblent pas vraiment physiquement, et il y a plein de choses qui sont assez différentes
par rapport aux autres communautés indigènes. Et donc voilà, les Wetar, ils sont au Costa Rica depuis très très longtemps. C'était la population la plus importante en termes de personnes et de territoire juste avant que les colons n'arrivent, il y a environ 500 ans. Voilà, une fois que les colons sont arrivés, ils ont tout détruit, ils ont tué quasiment tout le monde et toute la culture s'est effondrée, donc il y a environ 500 ans. Maintenant, ils sont à peu près 3000 personnes et ils sont répartis sur 2 territoires, mais principalement à 1 heure au sud-ouest de la capitale, San José, dans une zone qui s'appelle Kitirissi. Donc qui est accessible en voiture, vous pouvez tout à fait y aller et voilà, la communauté elle est ouverte aux personnes qui ont envie de visiter, d'en savoir plus sur leur culture, sur leurs coutumes, sur leur artisanat, sur leur médecine, sur toutes ces choses-là. Et donc les Wetar, c'est un peuple qui a la particularité d'être pacifique. Donc c'est des personnes vraiment... Ça existe encore qui sont, voilà, ils sont très pacifiques. Alors évidemment, quand les colons sont arrivés, ils se sont défendus, ils étaient extrêmement forts en stratégie, en communication. Il y avait le roi de l'époque qui s'appelait Garabito, qui était un guerrier très fort, et sa femme, Biriteka, c'est elle la première qui a appris l'espagnol, qui a fait des négociations avec les Espagnols. Elle parlait 5 ou 6 dialectes de différents peuples du Costa Rica. Elle était très très forte en communication et en stratégie martiale aussi. Elle a fait des super coups pour attraper les colons. Voilà, mais sinon de base c'est un peuple qui est très pacifique, qui aime pas se battre, qui aime pas les conflits. Et c'est un petit peu ce qui leur a desservi au cours de l'histoire, et c'est aussi pour ça que maintenant, ils sont quasiment réduits à néant. Merci pour toutes les explications, la partie historique. Parce que c'est vrai que c'est des choses, en tant que Français, pour le coup, je sais pas si dans d'autres pays c'est plus expliqué, mais on sait pas ces choses-là, on nous les explique pas. On nous explique que les colons ont débarqué en Amérique, et puis c'est à peu près tout ce qu'on sait. Et je trouve que c'est hyper important de replacer, surtout que c'est des pays en Amérique latine, alors je connais pas tous les pays non plus, mais où c'est quand même très très fort. Ils avaient tous des peuples qui vivaient déjà avant la grande découverte. Et on en entend peu parler. Moi, ce qui m'a marqué, c'est pour le coup au Paraguay, où c'est encore extrêmement présent et honoré au quotidien. La langue du peuple qui vivait là, le guarani, est encore utilisée quotidiennement et mélangée à l'espagnol. Mais dans les autres pays, ça se perd tellement et les peuples sont isolés, j'ai envie de dire même relégués, chassés. Et c'est aussi pour ça que j'avais vraiment envie de t'entendre là-dessus, parce que c'est important. C'est important de savoir qui était l'an premier, j'ai envie de dire. Et puis comprendre comment fonctionnent des cultures complètement différentes de la nôtre. Oui, parce que c'est tout un fonctionnement qui a rien à voir. Alors eux, leur langue, ils l'ont aussi perdue. Il y a quelques mots. On avait un projet d'ailleurs de dictionnaire espagnol Wetar, et bon, on essayait de collecter les mots que les personnes connaissaient encore. C'est surtout les anciens, évidemment. Donc il y a encore des mots, mais ils peuvent plus faire une phrase, ils peuvent plus conjuguer les verbes, tout ça, c'est plus possible, ça s'est perdu. Donc c'est vrai que c'est dommage. Ouais. Ok, carrément, ça s'est trop mélangé, on va dire, avec l'espagnol. Et est-ce que ce serait marrant de voir, est-ce que tu as pu observer quel genre de mots c'est? Est-ce que c'est peut-être des émotions, des choses qu'en espagnol, il n'y a pas forcément des mots pour le dire qu'ils utilisent? Ou est-ce que c'est des mots qui ont une vraie traduction, qui sont encore utilisés? Enfin, je sais pas si tu as pu observer ça. Alors moi, les mots avec lesquels on avait travaillé, qu'on avait commencé à récolter un petit peu, c'était des mots pour désigner des arbres ou des animaux, des plantes. Voilà, c'était plutôt ça. Est-ce que c'est une culture, un peuple qui est très au contact de la nature? Ah oui, carrément. C'est leur vie. Ils peuvent pas vivre sans la nature. Ils comprennent pas que les humains modernes vivent dans des appartements. Pour eux, ça n'a pas de sens de vivre dans une ville, dans un appartement. Pour eux, c'est pas possible. Ils cultivent leur terre. La plupart de leurs fruits et légumes qu'ils mangent le midi, ça vient de leur terre, ça vient pas des supermarchés. Donc voilà, en plus, ils sont répartis. Il y a différents clans. Il y a le clan des agriculteurs, des agricultrices. Donc les personnes qui sont issues de ce clan, évidemment qu'ils ont besoin de cultiver la terre. Ce serait embêtant, sinon ils n'auraient pas de travail. Voilà, ils sont très très proches de la nature, des cycles, des saisons, de tout ce qui se passe, de tous les mouvements de la lune, voilà. Il y a vraiment une connexion qui est très très forte, et ça les étonne que nous on ait perdu ça. Et en même temps,
ça fait sens parce que voilà, l'humain moderne fait n'importe quoi parce qu'il est déconnecté de la nature. C'est vrai. Alors que eux le sont profondément, ouais. Et justement, tu parles de ça. Tu veux bien expliquer comment ils vivent? Donc, tu disais, ils comprennent pas que les humains modernes vivent dans des appartements. Donc, c'est qu'ils vivent pas dans des appartements, justement. Tu veux bien expliquer un peu leur mode de vie, comment ça se passe? Quoi ça La ressemble? communauté, donc Wetar à Kitirissi, c'est comme un village, mais il n'y a pas de centre du village. C'est pas comme chez nous avec une église au milieu et puis toutes les petites maisons autour. Chez eux, c'est assez éclaté, en fait. Il y a une famille d'un côté, une autre un peu plus loin, et c'est un territoire qui est assez étendu. Voilà, et le truc le plus central, je dirais, c'est le terrain de foot. Parce que ça, c'est quand même... Voilà. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas beaucoup d'infrastructures, le gouvernement les laisse complètement tomber. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, des fois même pour avoir des routes. Ils ont que la moitié du ciment sur la route, et puis pas de l'autre côté. Enfin, c'est un peu la galère. Mais bon, donc c'est plutôt des morceaux éclatés. Et en général, une même famille a plusieurs maisons dans un même espace. Donc par exemple, chez Coyote, il y a sa maison. Donc c'est une maison en briques, voilà, une maison normale, entre guillemets. Hein. Il ne vit pas dans une hutte, voilà, il a le wifi, il a un téléphone, il a Internet. Enfin, voilà, c'est pas le cliché des fois qu'on peut avoir. Et ça me fait beaucoup rire d'ailleurs, ce truc-là. Ouais. Donc il a sa maison en briques. À côté de lui, à droite, il y a son père. À côté de lui, à gauche, il y a sa sœur. Encore plus loin, il y a son frère. Donc voilà, ils sont tous dans la même rue, dans le même coin. Et un petit peu plus en contrebas, il y a leur finca. Donc la finca, c'est un terrain agricole, c'est leur terre, leur forêt. En fait, c'est un espace de nature. Et dans les fincas, soit ils cultivent des plantes, soit la finca de Coyote, c'est pour maintenir justement la forêt et ce qu'il en reste, pour accueillir des groupes scolaires pour faire visiter, et aussi il va souvent dans la montagne pour ramener des espèces de plantes endémiques qu'on ne trouve pas dans la vallée, et pour pouvoir les montrer aux gens. Donc il fait aussi tout un travail je sais pas comment on pourrait dire, d'herboristerie, de jardinage, mais de conservation en fait, des espèces qui sont rares, et pour les montrer et pour les conserver. Donc voilà, il y a plein de trucs un petit peu différents dans ces fincas. Et donc ils fonctionnent comme ça, et tout peut se faire à pied dans la communauté. De toute façon, ils sont que 3000, hein, donc c'est vraiment pas très grand. Ils ont des voitures, ils ont tout ce qu'il faut, hein, mais voilà, on peut se balader à pied. Et il y a la grande route qui va à la capitale, qui passe juste au bord de la communauté. Donc ils sont aussi... c'est vrai qu'eux, ils ont la chance d'avoir ce lien à la capitale. Alors qui peut être aussi un inconvénient, parce que les jeunes vont beaucoup maintenant à la capitale, vu que c'est qu'à 1 heure de route. Ils vont faire des études à l'université, ce qui est vraiment très bien. Le fils de Coyote, il a fait des études à l'université, et Coyote, il est extrêmement reconnaissant pour ça. Alors qu'il y a des communautés qui sont beaucoup plus enfoncées dans la jungle et qui sont beaucoup plus loin au Costa Rica et qui n'ont pas accès à ça. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué de les trouver et d'arriver jusqu'à eux. Mais les Wetar, vous pouvez tout à fait aller visiter, y aller en voiture, c'est pas un problème. Et justement, tu disais qu'il accueille des groupes scolaires, etc. Est-ce que c'est une partie, justement, lui, de ce qu'il cherche à faire, de transmettre au final sa culture aux autres? Ça, c'est vraiment un très gros travail qu'il fait. Lui, il adore les enfants, Coyote. Il adore les enfants, c'est vraiment son truc. Il s'amuse jamais autant qu'avec un groupe d'enfants. Et donc, il reçoit des groupes scolaires très fréquemment, parce que pour lui, les enfants, c'est le futur. Les enfants, c'est là qu'il faut éduquer les personnes. C'est quand c'est des enfants, quand ils sont encore en état de réception à ce qu'on leur montre, qu'ils sont encore curieux, qu'ils explorent, voilà. Donc pour lui, c'est vraiment le truc fondamental, c'est que les enfants viennent visiter sa finca. Mais à tel point qu'il le fait même à perte, parce qu'il faut qu'il paye des redevances pour ouvrir sa finca à la visite scolaire. Et ce qu'il gagne pendant les visites, c'est moins que ce qu'il doit payer au gouvernement. Donc il le fait vraiment parce qu'il a envie de le faire, et parce que pour lui, c'est d'une importance capitale. Quitte à perdre de l'argent, alors qu'ils en ont déjà pas. Donc c'est vraiment super important. Et puis la finca, elle est ouverte aussi aux touristes qui sont de passage au Costa Rica, donc souvent des Américains, des Européens, mais aussi aux ticos. Donc les ticos, ce sont les Costaricains qui ne sont pas indigènes, donc qui habitent au Costa Rica et qui visitent leur pays, comme nous on pourrait aller visiter l'Auvergne, la Normandie, voilà.
Et donc qui ont envie d'apprendre aussi sur la culture des indigènes parce que à l'école, c'est pas enseigné en fait, très peu. Et souvent, les personnes indigènes sont victimes de discrimination. Et on leur dit, voilà, vous êtes des sauvages, vous mangez par terre, vous dormez dans des cabanes, enfin voilà, les trucs classiques. Très sympathique. Ouais, très sympathiques. Alors que c'est une population qui est extrêmement riche de plein de savoirs, qui maintient les forêts en vie au Costa Rica, parce qu'on a toujours une super belle image de la nature et tout au Costa Rica, mais il ne faut pas oublier que la plupart de l'entretien des forêts, elle est faite par les personnes indigènes et qui ne sont pas rémunérées et qui font ça bénévolement, parce qu'ils savent que la nature c'est super important et qu'ils ont toujours fait ça. Mais en fait, ils maintiennent le pays vraiment à flot, alors que tout le monde leur crache dessus, et c'est... voilà, c'est important de le dire. Ah ouais, c'est fou. Oui, oui, ça, effectivement, c'est pas quelque chose dont on a conscience, parce que comme tu dis, alors moi, j'ai jamais été au Costa Rica, mais l'image que j'ai du Costa Rica, c'est quand même la nature, les animaux. C'est ça que tu entends. Et c'est incroyable de se dire que, au final, c'est les peuples pour qui c'est vraiment important, cette nature, qui font que ce pays est si connu, et que l'État participe en rien. C'est quand même... marche sur la tête, quoi. Mais ça... On va pas lancer un débat là-dessus, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de pays où il y a des choses un peu similaires qui se passent. Mais ok. Et justement, alors, deux questions en une. Comment toi, tu en es venu à rencontrer Coyote, et comment les gens peuvent venir, parce que tu dis que c'est facilement accessible, etc. Comment tu trouves les informations? Comment toi, en tant que voyageuse, t'es arrivée et tu t'es retrouvée à vivre dans la finca de Coyote? Comment ça s'est passé? Alors moi j'étais partie pour aller au Costa Rica que 3 mois, et en fait il y a eu le Covid et j'y suis restée 3 ans. Et pendant le début de mon voyage, j'étais chez une personne qui habitait dans une communauté, et ils étaient en train de faire construire un autre grand lotissement, un truc, voilà, une communauté on va dire. Et puis elle me dit, oh, tu sais, j'ai un ami qui est indigène et ce serait super intéressant de le faire venir et qui nous explique un petit peu dans le lotissement qu'on est en train de construire, les zones qu'on préserve de forêt, qui nous explique un peu les plantes, qui nous explique aussi peut-être comment la terre, on peut la remercier de nous accueillir pour faire ce lotissement. Voilà, on peut peut-être faire aussi un atelier d'artisanat parce qu'il est artisan et ça peut être intéressant que les gens puissent faire un truc interactif. Et puis que cette communauté, ce lotissement était fait pour des personnes, des expatriés, donc qui viennent aussi pour découvrir l'histoire des personnes du Costa Rica indigènes, quoi. Donc elle a organisé ça, on est allé chercher Coyote, et donc on a passé 2 jours avec lui où il a fait des ateliers. Il nous a présenté tout ça, c'était super intéressant, le soir on discutait et tout. Et puis, voilà, on s'est échangé nos numéros, on a commencé à discuter lui et moi. Et puis au bout d'un moment, moi il fallait que je déménage de là où j'étais. Et je me suis tout de suite dit, moi j'ai envie d'aller habiter à côté de chez Coyote. Donc j'ai trouvé une super maison là-bas. J'étais pas dans la communauté, moi, parce que les gens externes à la communauté ne peuvent pas vivre dedans. Sauf si on est marié avec une personne indigène et tout, voilà, il y a des conditions, mais normalement, déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de territoire, c'est pas cool si en plus d'autres personnes viennent le reprendre. Donc j'étais à 10 minutes de chez eux. Et en fait, avec Coyote, toutes les semaines, soit moi j'allais chez lui, soit lui il venait chez moi. Et en fait, on parlait de sa culture, de tout ça. Et je mettais mon micro, et parfois une caméra aussi. Et en fait, on a enregistré mais plein d'interviews, en fait. On en a fait un reportage, on en a fait un livre aussi qu'on a écrit ensemble, qui est en français. Et je l'ai enregistré en audio sur YouTube, il est gratuit voilà, je donnerai les coordonnées à la fin. Et donc voilà, on a fait ça. Et c'est comme ça qu'on a passé 1 an, en fait, à se découvrir mutuellement on a fait des retraites aussi, on a organisé ça, des gens qui venaient. Comme lui, il parle que espagnol et pas anglais, quand il y avait des groupes anglophones qui venaient ou francophones, c'est moi qui faisais la traduction et qui faisais la visite avec lui. Voilà, il y a des gens qui voulaient faire des retraites spirituelles aussi, faire des cérémonies avec lui, comme il est guérisseur. Donc on a fait ça, on a organisé ça, et c'était super cool. Donc j'ai beaucoup appris en fait à son contact pendant 1 an. Ouais, c'est incroyable. Bon, tu vois, là je me mets en mode blague,
pas drôle, mais je suis un peu déçue que tu dis que vous soyez contacté par téléphone. Moi, je m'attendais aux signaux de fumée, aux pigeons voyageurs. Hein. C'est bon, on est bon, là, cliché. Mais justement, ça c'est vraiment un truc... y a des gens qui arrivent quand ils font la visite et qui disent « Ah, mais il est habillé en jean, il a un téléphone, moi je croyais qu'il aurait des plumes sur la tête, je suis déçue, c'est pas un vrai guérisseur, c'est pas un vrai indigène. » Et ils les regardent en mode « Mais être indigène, c'est pas dans mon jean, c'est pas dans... C'est un état, c'est intérieur, je pourrais être habillée en bozo le clown, ça changerait rien. » Et au contraire, lui, alors voilà, ça dépend... les personnes indigènes ont des cultures, des façons de faire extrêmement variées, donc je dis pas que c'est vrai pour toutes les personnes indigènes, loin de là, mais pour lui, mettre ses plumes, sortir ses objets de cérémonie et tout, c'est un truc qui est hyper personnel, et pour lui, ça ne regarde que lui et Dieu. Enfin après Dieu, on l'appelle comme on veut, mais il va pas mettre une tenue de cérémonie ou sortir ses objets de rituel juste pour frimer ou pour se balader ou pour... voilà, non. Il le fait dans des conditions bien précises et le reste du temps, c'est monsieur tout le monde et c'est vraiment... il est en jean troué, il est en t-shirt dégueulasse, en plus il s'en fout complètement du style. Et donc il est complètement normal, tu le vois dans la rue, c'est un mec normal quoi, c'est pas... il se balade pas avec des plumes quoi. Et là, tu vois, ça me fait penser à deux choses, là, ce que tu dis. Il y a quelques jours, j'écoutais un podcast sur une jeune femme qui adore le Masai Mara en Afrique. Et elle expliquait en fait que les guides qui t'emmènent dans la Jeep pour voir, etc., c'est le peuple Maasai. Et une des questions, justement, de l'hôte du podcast, c'était... Et la tenue traditionnelle, est-ce que c'est quelque chose qu'ils mettent, etc. Et en fait, elle disait... pareil, elle expliquait que c'est assez personnel, chacun fait comme il veut, mais qu'ils le mettent quand même beaucoup pour les touristes. Plus qu'elle, son guide, au quotidien, pareil, s'habille en jean ou avec des vêtements, enfin, de la vie de tous les jours, quoi. Et c'est plus, quand effectivement, il y a des touristes, aimer sa tenue. Et j'ai oublié le truc... Ah si, c'est, tu sais, en Asie, ces femmes girafes, là, avec les colliers, des voyageurs qui sont allés voir... alors, pas justement les femmes girafes, mais les femmes qui ont réussi à sortir de ça, pour comprendre. Et en fait, ils expliquaient que... ce couple de voyageurs expliquait qu'aujourd'hui, ces femmes, elles mettent ces colliers horribles qui les déforment complètement, plus que pour les touristes. Plus que pour les touristes. Wow. Et on en arrive à un point où c'est le tourisme qui veut dire, attends, ça c'est ton peuple, il faut que tu affiches ça, quoi. Et du coup, je trouve ça beau que justement, ces tenues qui sont traditionnelles, Coyote, lui, il les garde pour lui, ou j'imagine peut-être certaines personnes très proches dans des cadres, dans des contextes particuliers, mais et pas pour s'exhiber en bête de foire comme certains peuples sont limite obligés de le faire aujourd'hui. Ouais, c'est triste, Oui. C'est vrai que voilà, ça a fait beaucoup de mal en fait, les clichés dans les films, dans les livres, dans les images qu'on a pu voir. Et du coup, les gens ont cette image-là, ils s'attendent à ça, et quand ils arrivent et que ça correspond pas à ce qu'ils s'étaient imaginé, ils sont déçus. Plutôt que de se dire, en fait, non, je m'étais imaginé un truc, mais la réalité, elle est tout autre, et au final, je suis curieux d'explorer ce qui se passe, quoi. C'est ça. Et je pose des questions, et voilà. Mais non, très souvent, je me suis fait mon opinion même avant d'arriver, et si c'est pas conforme, alors c'est pas bien, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu déroutant, et pareil pour les cérémonies, quand il fait des cérémonies spirituelles avec des gens, des fois les gens lui disent « Mais attends, ta cérémonie elle a duré 20 minutes, et puis on n'a pas hurlé à la lune, et puis t'as pas sorti tes machins, et puis on n'a pas fait ci, on n'a pas fait truc, on n'a pas bu de plante médecine et tout. » Il lui dit « Mais c'est pas nécessaire. Pour la chose pour laquelle t'es venu, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Si ça prend 20 minutes et qu'il n'y a pas besoin de faire autre chose, et ça dure 20 minutes et on fait pas autre chose. Il n'y a pas besoin de faire des trucs compliqués. » Ça c'est pareil, on s'attend aussi à des trucs incroyables. On a fait une cérémonie du tabac un coup, on fumait le tabac et on était tous en train de rigoler, on faisait des blagues, machin, puis les gens ils disaient « Ah bon, ça a pas commencé encore la cérémonie, machin » Puis il dit « Pourquoi ça a pas commencé ?» On est en plein dedans. Ça a commencé. Il dit « On rigole, on fait des blagues. » Oui, puis alors en quoi c'est un problème de faire des blagues pendant une cérémonie?
Et c'est vrai que les gens, ils ont une image aussi hyper figée de ce que ça peut être une cérémonie, de ce que ça peut être une chose qui est sacrée. On a toujours ce truc hyper sérieux, hyper... alors qu'en fait, pas du tout. La vie, elle est sacrée, s'amuser, c'est sacré, rigoler, boire un coup, ça pose aucun problème, en fait. Et justement, je trouve que tu vois, avec ce que tu racontes là, le travail de Coyote de venir transmettre sa culture, faire découvrir, c'est tellement important pour éviter ça. C'est primordial. Et effectivement, le fait qu'il vise, c'est pas le bon mot, mais qu'il se concentre sur les enfants, c'est exactement ça en fait. C'est que, comme tu disais, c'est quand ils sont jeunes, qu'ils sont pas encore conditionnés, que c'est eux qui peuvent permettre de changer les mentalités là-dessus. Et c'est hyper important quoi, ce qu'il fait comme travail pour montrer que non, l'indigène c'est pas un indien dans la ville, c'est pas Mimi Siku avec son arc, sa flèche et son string en paille là ou je sais pas quoi. Non, il y a beaucoup plus que ça quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est impressionnant. Et tu voudrais bien un peu parler des valeurs de ce peuple? Ouais. Grand sujet, c'est ça. Grand sujet. Bon, t'en parles aussi dans le dans livre. le livre, pour les personnes curieuses, t'en parles livre, beaucoup. En fait, il est découpé en 12 chapitres qui sont des thèmes universels comme l'amour, la mort, la naissance, l'éducation, la santé. Voilà, c'est vraiment des grands thèmes de l'humanité, on va dire, et où il explique un petit peu leur point de vue. Alors, pour ce qui est de comment ils voient le monde, de comment ils sont éduqués, un petit peu, ça commence déjà dès la naissance. Parce que quand une personne est donc enceinte dans la communauté, tout le monde le sait assez rapidement, parce que voilà, tout le monde se connaît, et en fait, bon, déjà, il n'y a pas de personnes qui tombent enceintes par accident, parce que chez eux, ils prévoient pendant la conception, ils font ça de manière joyeuse, pour qu'il y ait une bonne énergie, ils regardent les cycles de la lune, ils sont hyper connectés à tout ça. Et donc, quand la communauté va accueillir un nouvel enfant, les gens se réunissent et se disent, réfléchissent à comment est-ce qu'on va faire pour que cette personne devienne une bonne personne, qu'elle soit éduquée dans des bonnes conditions et que toute la communauté participe à ces bonnes conditions pour éduquer ce nouvel enfant qui va arriver. Parce que pour eux, ils partent du principe que chaque adulte de la communauté est un parent pour l'enfant. Donc, en fait, les enfants, ils ont plein de papas, ils ont plein de mamans. S'ils aiment bien la cuisine d'une telle personne, ils vont manger chez une telle personne. S'ils aiment bien jouer avec telle autre personne, ils vont passer du temps là-bas. S'il y a, je sais pas moi, un adulte qui est menuisier et puis ils sont fascinés par la menuiserie et le bois, et ils vont passer du temps avec cette personne. Et en fait, voilà, tous les adultes sont responsables des enfants de la communauté et c'est vraiment hyper important. Parce que Coyote, il m'a dit un jour en rigolant, vous découvrez avec la psychologie moderne que les traumas de l'enfance, c'est un truc qui vous affecte toute votre vie et que c'est hyper important de passer une bonne enfance. Nous, ça fait des millénaires qu'on le sait. Donc, nous... Alors, attends, j'ai une question là pour tous les parents isolés et débordés. Est-ce que tu peux être adopté dans cette communauté, hein? Parce que c'est quand même le gros problème aujourd'hui en Occident. T'es tout seul avec ton gamin et quand t'en peux plus, t'es tout seul avec ton gamin. C'est un truc qu'ils comprennent pas non plus, en fait, qu'on vive pas ensemble, qu'on mette nos personnes âgées dans des EHPAD. Ils comprennent pas, pour eux, ça fait pas sens. Que les personnes malades, on les laisse, que les personnes en dépression, elles soient seules, tous ces trucs-là qui nous ont vraiment isolés dans nos sociétés modernes, pour eux, ça fait pas sens. Donc oui, quand on dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, c'est vrai, et chez eux, ils le font vraiment. Ils l'illustrent. Ils le font vraiment. Et d'ailleurs, le pire crime dans une communauté, en tout cas dans cette communauté indigène, c'est de faire du mal à un enfant. Et ça entraîne l'expulsion immédiate de la personne. Ils réfléchissent même pas. Tu fais du mal à un enfant, tu dégages. C'est immédiat. Donc tu peux voler, tu peux faire du mal, tu peux insulter, il y a des sanctions. Mais le pire du pire, c'est faire du mal à un enfant. Donc ça, ils l'ont vraiment compris et ils l'appliquent, quoi. Et c'est vrai, quand Coyote, il y a des gamins qui passent, il va leur faire des blagues, il va leur donner un morceau de gâteau, il va jouer, il va rire avec. Enfin voilà, c'est vraiment... les enfants, c'est pas des enfants rois non plus, c'est pas des enfants capricieux, c'est pas du tout ça. Mais c'est qu'ils vont leur mettre des limites aussi, bien sûr. Quand c'est non, ils vont avoir de l'autorité, ils les laissent pas faire n'importe quoi. Mais en tout cas, ils essayent de leur donner l'enfance la plus heureuse possible.
Et ça, c'est super important parce que tu vois, même quand Coyote il me dit, moi quand je suis un peu triste, quand je vais pas bien, bah, je repense à mon enfance et j'ai des souvenirs heureux et ça me fait vachement du bien. Et ça, dans la vie, c'est quand même... bah, Qui peut dire ça aujourd'hui, honnêtement? c'est vrai que c'est important. Donc voilà, ça c'est un peu sur l'aspect éducation. Et pareil aussi, bon, donc évidemment, ils ont des écoles maintenant, mais pour ce qui est de l'éducation, apprendre à faire un métier, voilà, ces choses-là, les conquistadors, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas trop compris comment fonctionnait l'éducation, parce qu'il y avait des personnes qui étaient extrêmement fortes pour prédire le mouvement de la Lune, des étoiles, donc pour jouer sur l'agriculture et puis pour plein d'autres trucs. Hein, le ciel, ça servait vraiment à beaucoup de choses, surtout il y a 500 ans. Donc il y avait des très bons agriculteurs, il y avait des très bons architectes, il y avait des mathématiciens, enfin vraiment des personnes scientifiques qui avaient des très hauts niveaux. Et en fait, les colons, ils comprenaient pas comment c'était possible parce qu'il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas d'école. Et en fait, leur système, il n'est pas du tout fait comme ça. Pour eux, ils vont, quand les enfants sont jeunes, les enfants, ils vont aller avec des adultes qu'ils aiment bien ou dont le métier les fascine. Et en fait, ils vont faire un espèce d'apprentissage avec ces personnes-là. Donc, ils vont aller tous les jours voir la personne. Je sais pas, moi, voilà, une personne qui est pro dans les étoiles, dans l'astronomie. Et donc, tu vas passer tes soirées avec cette personne-là. Mais c'est pas du tout une obligation. Et si le lendemain, tu as envie d'aller voir le boulanger pour apprendre à faire du pain, bah tu vas voir le boulanger pour apprendre à faire du pain. Donc c'est vraiment en fonction de ce qui t'anime, de ce qui t'attire quand t'es petit. Et tu passes du temps au contact de ces personnes et tu vis plus ou moins avec. Bon, évidemment, tu retournes chez tes parents, machin, tu fais comme tu veux en fait, il n'y a pas de... Voilà. Mais c'est en faisant ces apprentissages-là qui deviennent en fait très très forts parce que ils le font dès petits, sur des choses qui les intéressent, pas à l'école à leur bourrer le crâne sur des conneries qui leur serviront jamais, et avec des personnes qui sont passionnantes, parce que c'est des personnes qui sont passionnées par leur métier. Et donc voilà, on le sait tous et toutes, quand il y a une personne qui est passionnante, elle pourrait nous apprendre n'importe quoi, on est fasciné, on écoute, on est bien quoi. Et donc voilà, ils font une période de formation comme ça, donc ils font un métier au final qu'ils aiment, qui les anime vraiment, qui sert à la communauté, donc ça leur donne aussi un sens. Et voilà, où ils sont formés depuis petits avec des gens passionnés. Donc évidemment, ils avaient des personnes expertes dans plein de domaines, sans université. Donc c'est vraiment une autre forme d'éducation. Ouais. C'est incroyable. Oui, puis enfin, notre société actuelle pourrait en prendre de la graine, ça éviterait tous ces burn-out, tous ces dépressions, etc. qu'on connaît en masse aujourd'hui, parce que les gens font des travails qui ne leur correspondent pas en fait, parce que nous on est enfermés dans des études à te dire il faut que tu fasses ça pour gagner de l'argent, il faut que tu fasses ça pour faire plaisir à papa, il faut... Ouais, et puis lui il dit c'est beau comme façon de faire. Que c'est grave en fait de faire un métier pour lequel on n'est pas fait, parce que déjà on va le faire mal, on va se faire mal à nous parce qu'on n'a pas envie de le faire, on va contre notre propre énergie naturelle. En plus, on ne fait pas ce qu'on aurait dû faire, donc il y a un manque aussi de ce côté-là, et donc ça va pas du tout en fait de faire un métier qui nous correspond pas. C'est une perte de temps et d'énergie pour tout le monde, c'est scandaleux pour lui. Ils peuvent venir aller voir les présidents de pas mal de pays pour leur mettre dans le crâne ou pas? Ouais, non mais c'est clair que c'est clair qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, et le livre qu'on a fait, c'était aussi une forme de lui dire, moi je mets le micro et toi tu parles de ce que tu veux et moi je retranscris mot pour mot avec mes capacités de traduction en espagnol, parce que voilà, j'ai appris sur le tas, moi je l'ai pas appris à l'école donc c'était un peu compliqué, mais en tout cas je retranscris du mieux que je peux ce que tu dis et ce que tu as envie de dire. Donc c'est pas moi qui guidais les questions, des fois je lui posais des questions comme ça, mais ouais, c'est lui avant tout qui me disait ce qu'il avait envie de dire. Parce qu'en fait, moi je m'étais aussi rendu compte que souvent quand il y a des livres ou des films sur les indigènes, c'est toujours le blanc, en général un homme de 40 ans, qui va faire sa petite aventure, qui prend ses petites plantes médecine, machin, et qui raconte son expérience à travers son filtre. Et les indigènes, ce sont des personnages dans l'histoire, ce ne sont pas les personnages principaux. Et moi, c'est un truc qui me dérange. Parce que, ok, c'est bien que ça existe, mais en fait, on n'entend jamais, si on regarde bien, on n'entend jamais les indigènes parler, et parler des choses qui les préoccupent, parler des choses dont ils ont envie de parler, et d'être à la première personne, et que ce soit eux les acteurs principaux. Donc c'était aussi une façon de remettre le projecteur sur lui, et pas de raconter moi mon expérience, parce que ce qui compte, c'est ce que lui il a à dire. Ouais, t'as complètement raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça ce qu'on disait tout à l'heure, le côté avec la tenue,
etc. Ça vient de ça. C'est qu'aujourd'hui, les traces qu'on a des peuples indigènes, elles viennent effectivement d'hommes blancs et qui leur racontent avec leur point de vue, leur expérience, un peu comme tu raconterais un film que tu viens de voir au ciné il y a 5 minutes, quoi. Ouais, c'est vrai que ça... Ouais. Je l'avais pas forcément pensé comme ça, tu vois. C'est intéressant. Je me pose aussi une question, on va dire un peu financière, c'est-à-dire que comment ils font? Est-ce qu'ils ont des besoins financiers? Est-ce qu'avec ce qu'ils font sur la communauté, ils sont capables d'être autosuffisants? Parce que tu disais qu'ils n'ont pas forcément d'aide de l'État. Tu veux bien un peu expliquer comment ça se passe? Est-ce que c'est un sujet compliqué là-bas, justement? Ouais, alors l'argent, c'est aussi un sujet, un sujet compliqué parce que eux, ils ont beaucoup vécu sur la base du troc. Donc depuis très très longtemps, ils faisaient du troc. Et puis, avec les colons, tout ça, l'argent a été introduit dans leur système. Donc aujourd'hui, ils utilisent évidemment l'argent. Ils utilisent toujours le troc aussi. Mais effectivement, ils ont besoin d'argent. Et c'est compliqué parce que, comme je disais tout à l'heure, ils sont vachement discriminés sur les emplois. Et puis, ils n'ont pas forcément non plus accès à l'université, tout ça maintenant un peu plus. Hein, donc maintenant, ça change. Mais en tout cas, il y a quelques dizaines d'années, c'est vrai que c'était assez compliqué pour eux d'avoir des emplois qualifiés. Et donc, ils ont plutôt... ils avaient plutôt des emplois de la main-d'œuvre, quoi. Des ouvriers, des femmes de ménage, plutôt des choses comme ça. Le boulot que les Blancs ne veulent pas faire. Voilà, les boulots que les ticos veulent pas faire et qui sont pas très bien payés. Alors déjà que c'est pas très bien payé au Costa Rica, on était, je sais plus quand j'y étais, à $2 de l'heure le salaire. Il me semble, hein, voilà. Donc c'est plutôt ça. Et puis après, c'est clair qu'ils cultivent pas mal. Donc ils ont beaucoup de fruits et légumes, donc ça ils ont pas trop à l'acheter. Je sais que la mère de Coyote, elle avait des poules, donc une fois tous les 15 jours, elle tuait une poule, et puis ils faisaient un gros repas familial et ils mangeaient de la viande, mais sinon ils mangeaient assez peu de viande et quasiment pas de poisson. Et pour avoir de l'argent, c'est vrai que c'est compliqué. Pour avoir des infrastructures, il faut qu'ils demandent aux municipalités, tout ça, mais ça prend du temps, c'est compliqué, c'est... Bon. Et le père de Coyote, il a beaucoup œuvré pour ça. Avant lui, il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas l'électricité. Donc là, le père de Coyote, il a 80 ans, donc quand il avait 40 ans, il s'est battu, donc il y a 40 ans, pour qu'ils aient l'électricité et l'eau courante. C'est très récent, en fait. 40 ans, ouais. 40 ans. C'est très très récent. La grand-mère de Coyote, elle n'avait pas de papier d'identité parce qu'ils ne la considéraient pas comme une citoyenne à cette époque-là. On ne les considérait pas comme des citoyens, les indigènes. Donc ils n'avaient pas de papier d'identité. Voilà, vraiment, ils ont dû se battre pour des trucs fondamentaux. Je sais qu'ils ont saisi plusieurs fois aussi les droits internationaux parce que le Costa Rica n'appliquait pas le droit international pour les indigènes. Ils n'avaient pas le droit d'enterrer leurs morts chez eux, il y a plein de trucs comme ça ahurissants. Bref, pour revenir à l'argent, c'est clair que c'est compliqué. Ceux qui arrivent à trouver des emplois en ville, ils s'en sortent un petit peu mieux. Mais bon, ça leur fait faire les trajets, ça leur fait sortir de la communauté, donc ils perdent aussi un petit peu ce côté-là. Et les personnes qui restent, comme Coyote par exemple, donc lui il est guérisseur et artisan, et il fait faire les visites de la finca, donc il gagne un peu de sous avec les visites de la finca, mais vraiment pas énorme. Il fait de l'artisanat, donc il fait de la poterie, il fait des bijoux, il fait des pipes de cérémonie, il fait des objets de décoration, voilà, il fait plusieurs choses comme ça. Qui vend, mais qui vend vraiment, vraiment pas très cher. Et puis, quand il fait des cérémonies en tant que guérisseur, son père aussi est guérisseur, donc ils font parfois des choses à deux. C'est très variable parce qu'en fait, encore une fois, eux, ils sont sur la base du troc, et donc ils n'ont pas de prix fixe. En fait, ils ont pas de prix fixe de base. Donc ils disent, moi je te donne cet objet ou ce service, et toi en échange, tu me donnes quelque chose que tu trouves qui est à une valeur égale. Le problème, c'est que nous, dans nos sociétés, on n'a pas du tout été habitués à faire du troc. Et donc, très souvent, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que les gens donnent très très peu.
ne donne pas du tout de valeur en fait à ce que font les indigènes, parce que voilà, c'est des babioles d'indigènes, parce que je sais pas quoi, parce que bon bref, ou parce que quand la personne elle te dit que bah tiens, un truc que j'ai mis 8 heures à faire de mes mains, je te le vends 2 €, et bah la personne elle va pas réfléchir plus loin, elle va le payer 2 € et elle va pas se dire bah attends, ça vaut un peu plus quand même. Ouais, 8 heures de travail. Voilà, et Coyote, il fait des fois des poteries, des saumadores, des fumigateurs, je sais pas comment on dit en français, des trucs en poterie pour faire des fumigations, mettre des plantes et les brûler. Il a pas de tour de potier, donc il fait ça tout à la main, il met un temps infini. Son four, il est merdique, il a pas de jauge de température, donc les 3/4 de ses pièces, elles pètent en cours de cuisson. Enfin, c'est tout un truc comme ça, il met des jours et des jours. En plus, la terre, c'est pas juste de la terre de merde, il va dans une rivière spéciale, il fait tout un tas de processus, de rituels, de machins pour... Enfin bref, ça lui prend un temps monstrueux, il vend ça 5 € au final. Je lui dis, mais Coyote, arrête. Les gens seraient déjà prêts à payer beaucoup plus, et toi tu peux pas perdre ton temps comme ça, parce que il te faut de l'argent, il te faut du temps pour ta famille, il te faut tout ça. Et lui il me dit non, mais je m'en fous de l'argent, moi c'est fait, maintenant voilà. Mon but c'est que les gens ils aient un petit peu de culture indigène chez eux, qu'ils repartent avec ce souvenir, que notre culture elle voyage dans le monde, qu'ils aient ce truc là. Moi maintenant l'argent, bah écoute je m'en fous quoi. Et en fait c'est un problème parce que oui, c'est bien d'être détaché de l'argent, oui, d'accord. Sauf que quand t'as des frais, quand son fils il va à l'université, qu'il faut qu'il paye, et bah, il se retrouve avec rien. Quand il faut qu'il répare la finca, parce que quand il accueille des groupes scolaires, bah, il faut avoir des petits bancs, il faut avoir des petits trucs qui les protègent du soleil et puis de la pluie, il faut avoir des toilettes, il faut avoir tout ça. Et bah là, il se retrouve sans rien. Donc c'est vrai que c'est un peu... Et c'est très cher en plus au Costa Rica, c'est non? c'est assez cher, parce que comme il y a plein d'Européens qui viennent s'installer, bah, du coup les prix ils grimpent en flèche. Et les locaux, bah, c'est vrai qu'ils ont du mal hein, à suivre derrière. Donc ils ont un rapport à l'argent qui est un petit peu compliqué, ouais, et c'est vrai que bah ouais, la plupart galèrent un peu. Et c'est dommage. Même dans les trucs de cérémonie de guérison, il me disait un coup, son père, il a reçu c'est un Américain, je crois. Il avait des douleurs chroniques depuis des années, il avait tout essayé. Enfin vraiment, il était au bout de sa vie. Et donc il est venu là, et le père de Coyote, pendant 72 heures, il était avec lui, il lui a fait des cérémonies, il lui a fait des rituels et tout. Et il est ressorti de là, il galopait comme un lapin, il n'avait plus rien. Il est reparti, il a filé 10 € puis il s'est barré. Et en fait, il disait, mais c'est très souvent comme ça. Alors qu'il a dû dépenser plus de centaines de milliers de dollars aux États-Unis pour ça. Et en termes de qualité de vie, ça lui a changé la vie. Enfin, c'est un truc de fou. Et le père de Coyote... Enfin, ça, c'est inestimable. C'est inestimable. Et le guérisseur aussi, il se met parfois en danger dans les cérémonies. Il risque aussi un peu sa peau. Enfin, voilà, ça dépend de ce qu'il fait. Mais il y a vraiment des moments où il est sur le fil. Et c'est pas du tout reflété, c'est pas du tout valorisé. Et c'est vrai que c'est décourageant. Bah oui. C'est décourageant. Parce que d'un côté, c'est beau d'être détaché de l'argent, effectivement, Bien sûr qu'il y a beaucoup plus important que l'argent, on est complètement d'accord avec ça, et qu'ils ont des valeurs qui sont quand même beaucoup plus fortes. Mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en 2024, bah, donc on peut pas faire ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Et l'État, ce que tu parlais un petit peu des communautés, il y a des aides quand même, où ils sont un peu mis de côté, et puis on verra s'il reste un peu de sous quelque part, on leur donnera quelque chose. C'est plutôt ça. Et voilà, pour faire un exemple, ils voulaient faire un petit terrain de jeu pour les enfants. Ils ont demandé à la municipalité pendant des années, et ben, ils ont fini par aller acheter des vieux jeux d'une autre municipalité à je sais pas combien d'heures de route, la charger dans des camions, et la remettre chez eux pour que les enfants ils aient un petit truc pour jouer. Donc c'est pour te dire à quel point les municipalités s'en foutent et qu'ils donnent même pas un toboggan pour les enfants, quoi. Ouais, puis ils ont dû acheter à une autre municipalité, quoi. Ouais, des vieux jeux plus trop en état. Qu'ils allaient jeter. Ouais. Ah. Ouais, c'est... Ouais. Le monde dans lequel on vit. Bon. Du coup, on est parti sur la chance. Qu'est-ce que je voulais demander du coup? Faut que je rebranche le cerveau là, qui parte pas en mode militante. Attends, ouais. Blackout là, mon cerveau il a c'est assez vite complet.
veut plus. Il veut plus du tout. Attends. On peut parler Ouais, Vas-y. Non, vas-y. Non, je sais pas, de la santé, de la mort, de la spiritualité, de... Ouais, non, mais justement, ce que je voulais te demander tout à l'heure qui m'est revenu, là, c'était justement parce que tu disais, toi, ce qui était important quand tu avais fait ces rencontres avec Coyote, c'était de le laisser, lui, parler de ce qu'il voulait. Et justement, j'aurais aimé que tu me dises justement ce qui était important pour lui, ce qu'il voulait vraiment mettre de l'avant. Donc ça revient peut-être à ce que tu es en train de dire aussi. Lui, ce qu'il dit, c'est que voilà, il faut qu'on se reconnecte à la nature, que c'est urgent, que la Terre, elle ça va, hein, elle survivra, il n'y a pas de problème. et que voilà, que c'est les humains, il faut absolument qu'on se reconnecte à la nature, au cycle de la vie, à la spiritualité aussi. Parce que lui, ça le désole qu'on vive dans un monde quasiment à 100% matériel. On n'a plus de place pour, déjà pour s'arrêter 5 minutes et juste souffler, mais aussi pour se connecter au monde spirituel. Donc ça, qu'est-ce qu'il entend par là ? Se connecter au monde spirituel, ça pourrait être ce qu'on peut appeler la méditation, par exemple. Faire ou être dans un processus créatif qui nous emmène, des fois on oublie de manger, on oublie de dormir, ou voilà. Pour lui, ça c'est aussi être connecté avec le monde spirituel. Donc il y a plein de façons de le faire, et pour lui, on est trop dans le matériel et pas assez dans le spirituel, ce qui crée un décalage, parce qu'en fait lui il voit ça comme le signe de l'infini, donc un 8 couché. Et il y a d'un côté le matériel, d'un côté le spirituel, mais les deux en fait sont complètement liés et vont l'un vers l'autre, sont imbriqués l'un dans l'autre. Sauf que si on est trop dans le matériel, c'est déséquilibré, ça va pas. Et si on est trop dans le spirituel, ça va pas non plus. On est des êtres humains, il faut avoir les pieds sur terre, il faut aussi faire les trucs basiques. Il y a des gens qui sont hyper perchés, c'est pas non plus la solution. Et de retrouver l'équilibre en fait, c'est ça il nous invite à ça. À retrouver l'équilibre, à se connecter à nous-mêmes, à ce qu'on est, à notre essence et à notre environnement, à observer beaucoup plus notre environnement. Il nous disait un coup, il y a des gens qui étaient venus dans la finca, il y avait un serpent en fait dans la finca, au milieu d'un chemin. Il a dit, à ton avis, combien de temps ils vont mettre à voir qu'il y a un serpent ? Personne n'a vu le serpent. Personne l'a vu. Il y a juste un petit gamin indigène qui est passé après, il a dit « Ah tiens, il y a un serpent sur le chemin !» C'est le seul qui l'a vu. Et en fait, parce qu'on ne voit pas, on ne voit plus ce qui se passe autour de nous, on n'est plus du tout connecté. Quand on marche dans la nature, on se tord la cheville parce qu'on marche sur un caillou, on s'assoit, en fait il y avait une fourmilière, on l'avait pas vue. Et c'est que des trucs comme ça. En fait, on se rend compte qu'on n'est pas du tout connecté à ce qu'il y a autour de nous. Les oiseaux qui volent ou qui chantent le matin, qu'est-ce qu'il est en train de chanter cet oiseau, et tous ces trucs très simples. Écouter la pluie tomber, c'est aussi un truc que j'ai appris avec lui, on passait des heures à écouter la pluie tomber. Et ça peut paraître bête comme ça, mais en fait c'est des moments extraordinaires. Et ce qu'il dit aussi, c'est que la chose qu'on appelle Dieu, l'entité qu'on appelle Dieu, elle n'est pas dans une église où Dieu n'est pas dans le ciel, Dieu n'est pas c'est pas un vieux barbu qui dit des trucs, toi t'es gentil, toi t'es méchant, ou je sais pas quoi. Non, Dieu, la vie, la nature, c'est un synonyme de tout ça. C'est partout, c'est dans tout ce qu'on regarde, c'est dans tout ce qu'on mange, c'est dans tous les êtres vivants autour de nous. Et donc c'est une expérience, c'est tout ça. Et donc pour se relier à Dieu, pour se relier, le mot Dieu il est souvent connoté religion, alors que là c'est pas du tout le cas, mais se relier à Dieu, on peut le faire à chaque instant, on peut le faire à chaque seconde, c'est extrêmement simple et c'est partout, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être d'une confession particulière, d'être dans un endroit particulier et de prier un mec avec une barbe dans le ciel. Donc son message, c'est vraiment la simplicité, la connexion, et l'amour, parce que l'amour voilà, l'amour c'est tout. La présence. Et justement, on a un petit décalage. Je disais la présence à ce qu'on fait, être présent dans les choses. Ah, tellement important. Ouais, je voulais te demander justement, parce que tu parles du coup de Dieu, du tout. Est-ce que ils ont certaines croyances et
donc, enfin, non, ils ont forcément des croyances, évidemment, comme tu viens de le dire un petit peu. D'une part, si tu veux bien dire un petit peu plus, et d'autre part, est-ce que justement, c'est un peuple qui a été victime, comme on a pu le voir dans d'autres pays, là j'ai encore en tête le Paraguay, où l'arrivée des colons, en fait, ils ont essayé de les forcer au catholicisme, ils leur lavaient le cerveau pour que ils idolâtrent un dieu qui n'est pas leur croyance. Est-ce qu'ils ont été victimes de ça aussi? Alors pour leur représentation des divinités, ils en ont 5. Il y a une divinité principale qui s'appelle Sipu, donc qui est en fait la création, on va dire. C'est une divinité qui est ni homme ni femme, et qui est la création, qui est le tout, qui est la divinité suprême. Et ensuite, il y a 4 divinités inférieures. Il y en a 2 masculines, 2 féminines. Il y a Durucha, qui est la lune. Donc la lune, c'est l'énergie du mouvement, de la sexualité aussi, de tout ce qui est féminin. C'est un truc qu'on retrouve dans différentes cultures, hein, c'est assez classique. Il y a une deuxième divinité féminine qui est la terre, donc la terre-mère. Il y a la divinité de l'eau, donc qui est plutôt masculine. La divinité de l'eau, elle a la particularité de ne pas trop aimer les humains. Et donc, des fois, il me disait, sur la côte du Costa Rica, quand il y a plusieurs personnes qui sont tuées dans la mer ou quoi, c'est que le dieu de l'eau est en colère, et donc on fait des cérémonies pour l'apaiser, et pour qu'il revienne quand il y a des grandes sécheresses, ou quand il y a des inondations, des choses comme ça. Parce qu'en fait, le dieu de l'eau, il aime pas les humains, et il a envie de les tuer. Il a pas le droit, mais parce qu'il y a tout un truc de la création de l'humain par la terre, donc il y a que la terre qui a le droit de tuer ses enfants, bref, il y a tout un tas de trucs comme ça. Mais voilà. Et le dernier, c'est le soleil, Doc, qui est donc le Padre Sol, le Père Soleil, qui est aussi une divinité masculine. Voilà. Et donc après de ça, il y a plein de... Il y a tout un univers, toute une mythologie. Hein, il raconte... ça m'avait fait rire d'ailleurs, parce que souvent c'est le jaguar et la fourmi, le machin et le truc. Et je lui disais, mais tu sais, nous on a les fables de La Fontaine, ça ressemble vachement à ça. Et en fait, c'était trop drôle, je lui ai commandé les fables de La Fontaine traduites en espagnol. Il m'a dit, bah ouais, c'est vrai que ça ressemble en fait aux histoires qu'ils ont sur la création du monde, qui racontent, voilà, quand il y a des personnes qui viennent visiter la finca. C'est assez marrant, ouais. Ah, c'est marrant de voir que ça se retrouve à l'autre bout du monde, Ouais. des histoires similaires au final. Ouais. Alors bon, les fables de La Fontaine, c'était plus des critiques de la politique Bien sûr. à ces temps-là. Mais ouais, sur leur mythologie, ils ont ces trucs-là. Donc il y a Dieu qui a fait ci, il y a Dieu qui a fait ça, il y a tel animal, il y a la création de l'homme, il y a machin. Enfin voilà, il y a tout un tas de petites histoires qui sont assez cool, ouais. Après, pour ce qui est de la persécution en termes religieux, c'est sûr que les colons, ils ont mis des églises, ils ont essayé que la population se convertisse, et effectivement. Après, moi, j'ai pas entendu d'histoire où ils ont été plus persécutés que ça en termes de religion, mais de toute façon, ils étaient persécutés déjà de manière systémique. Ouais. Donc, plus précisément sur la religion, j'ai pas entendu. Mais c'est vrai que ils fêtent Noël, ils ont un arbre de Noël au milieu du salon quand c'est l'époque. Ils font les fêtes traditionnelles qui sont maintenant, qui font partie de l'histoire commune du pays en fait. Donc là aujourd'hui, ils sont en train de fêter Pâques. Oui. Oui. Bah oui, c'est aujourd'hui. Oui, exactement. Ok. Et t'as évoqué brièvement tout à l'heure la santé. J'aimerais bien effectivement que tu parles un petit peu, et surtout tu disais que Coyote est guérisseur. Ça m'intéresse beaucoup. T'as parlé un petit peu de l'exemple de son père avec cet Américain. Et si tu veux bien expliquer un peu comment ça marche là-bas. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs clans, et il y a un clan qui est le clan des guérisseurs. Et en général, c'est dans une seule famille. Dans une famille, et le don se transmet d'un parent à un enfant. Ça, on l'explique aussi dans le reportage un petit peu plus précisément. Donc Coyote, son père était guérisseur, son grand-père était guérisseur, et donc c'est lui qui a hérité de ça. Ils sont 5-6 frères et sœurs, mais il n'y a que lui qui a eu ce truc-là. Et le père de Coyote est guérisseur, mais l'oncle de Coyote, qui est donc le frère du père,
était guérisseur aussi. Les 2 frères étaient guérisseurs. Le père de Coyote était du côté du bien, l'oncle de Coyote était du côté du mal. Parce qu'il y a des guérisseurs des 2 côtés. Alors, ça veut pas dire qu'il était... qui jetait des sorts méchants à tout le monde et que c'était un vieux vilain sorcier, machin. C'est qu'en fait, il avait plus étudié le côté dark, alors que le père a plus étudié le côté lumineux, magie blanche, si on veut. Et Coyote, il a appris auprès des 2, donc il a reçu aussi ces 2 trucs-là. Et en fait, c'est super important parce que le côté dark, des fois ça fait peur, machin, mais quand il y a des choses qui sont très, très difficiles à enlever, des entités, voilà, des trucs un peu compliqués, des choses comme ça, ou quelqu'un qui nous jette des sorts un peu méchants ou quoi, bah, si on ne connaît pas le côté dark, on ne peut pas comprendre comment marche un truc mauvais, entre guillemets. Et donc c'est en étudiant justement ce côté sombre qu'on va pouvoir comprendre comment ça fonctionne et désamorcer le sombre. Donc c'est aussi voilà, ces 2 côtés qui sont importants, mais on peut aussi, en cas de besoin, balancer des trucs sombres. Et il me disait, je peux tuer quelqu'un voilà, en quelques secondes. Voilà, j'ai pas besoin d'une mitraillette. Alors, ça veut pas dire forcément le tuer physiquement, mais Voilà. Prendre son énergie vitale. Il peut faire des choses, dark. Ça veut pas dire qu'il les fait, mais il sait le faire. Et c'est aussi important de connaître ces choses-là. Et aussi, il part du principe que tant qu'on n'a pas rencontré nos propres ombres, on ne sait pas vraiment qui on est, et potentiellement, on peut exploser à n'importe quel moment, on peut rentrer dans une rage terrible et tuer quelqu'un sous le coup de l'impulsion parce qu'on n'arrive plus à se contrôler, on devient une bête sauvage. Et il vaut mieux connaître son ombre, en faire une amie, plutôt que de ne pas le savoir et puis qu'un jour ça explose. Donc ça c'est pour l'héritage un peu qu'il a reçu de son père et de son oncle. Et donc lui il est guérisseur, alors chez eux ils voient ça comme vraiment c'est un fardeau pour lui, il aime pas ça, et ça le fait chier, ça l'éclate pas du tout. Mais il peut pas refuser, donc il a pas le choix, il est obligé de le faire. Quand il y a quelqu'un qui vient chez lui, qui lui dit aide-moi, il est obligé de le faire, il est tenu de le faire parce que c'est un espèce de deal, c'est une transaction avec Dieu qui se fait et qui dit voilà, t'as un don, mais en échange, t'es obligé de l'utiliser. Voilà. On peut refuser de l'utiliser, mais dans ces cas-là, le don est enlevé et on l'a plus et ça rompt le truc dans la famille et voilà. Il y a d'autres conséquences. Et qu'est-ce que c'est pour eux un guérisseur ? C'est une personne qui a un accès privilégié avec Dieu. Et donc qui va pouvoir être un messager, en fait, entre le monde normal, entre les humains, et le monde spirituel. Donc en fait, c'est une personne qui peut relayer des messages dans les 2 sens, et qui va faire la volonté de Dieu, on va dire, et qui va pouvoir canaliser ça à travers son corps et le transmettre aux autres personnes. Voilà, pour eux, c'est ça un guérisseur. Et pour eux, un guérisseur, c'est pas nécessairement quelqu'un qui fait des trucs incroyables. Un guérisseur, il me dit, un guérisseur qui est guérisseur de son état, il te met la main dessus, ça te guérit. Il te parle, ça te guérit. Il fabrique un gâteau et tu le manges, son gâteau, il te guérit. Et voilà, c'est vraiment un truc qui émane de lui et qui est de l'ordre de la présence divine. C'est un petit bout de présence divine sur la terre. Voilà. Ça veut pas dire qu'il est parfait, ça veut pas dire qu'il a des pouvoirs au-delà de je sais pas quoi. Parce qu'encore une fois, il fait pas ce qu'il veut, il fait ce que Dieu veut. Et ça, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, si une personne a une certaine maladie et que... Alors ça, c'est des croyances, on y croit, on n'y croit pas, mais... et que Dieu veut que la personne reste malade, et ben lui, il peut rien faire. Il peut pas guérir quelqu'un contre la volonté de Dieu. Ouais. Il peut faire que ce que Dieu l'autorise à faire. Et donc, voilà, il y a tout un truc comme ça, où c'est des fois un petit peu... c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à appréhender. Et des fois les gens lui en veulent, lui disent ouais mais t'es un guérisseur de merde, je suis venue, tu m'as pas guéri et tout. Et il dit bah oui mais c'est pas moi qui décide. Tu vois, c'est pas des fois ça le met aussi dans des positions compliquées. Voilà, et ça c'est quelque chose qui, alors c'est un don, ça s'apprend pas, mais ça n'empêche pas que depuis qu'il a 8-9 ans, il va avec son père et son père lui a appris à faire plein de trucs, voilà. Des fois quand je lui demande comment t'as fait ça, il me dit secret indigène. C'est des trucs qu'ils peuvent pas dire. Mais
il apprend, il a expérimenté avec les plantes médecine, il a pris des plantes, il a vu ce que ça faisait, donc il peut en donner à certaines personnes quand il y a besoin. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller boire de l'ayahuasca au Pérou toutes les 5 minutes sous prétexte que c'est la mode en ce moment. Voilà, et donc il peut faire certains trucs, mais il y a certains trucs qu'il ne peut pas faire. Et la particularité de sa famille à lui, donc c'est la dernière famille de guérisseurs de la communauté, donc c'est les derniers. Son père, il a 80 ans, il exerce quasiment plus parce qu'il n'a plus la force. Coyote, il a 45 ans, donc voilà, c'est le guérisseur du village. Et la personne qui a le don après lui, c'est sa fille. Coyote, il a 2 enfants, un fils qui a une vingtaine d'années et une fille qui a maintenant 15 ans. Et sa fille, il y a 2 ans, a fait un AVC, a fait une hydrocéphalie, enfin un truc très très grave. Et depuis, elle peut ni bouger, ni parler. Voilà, elle est dans une situation médicale très très compliquée. Et donc, c'est la dernière guérisseuse de la communauté. Et moi, j'étais là-bas quand c'est arrivé. Donc, j'ai connu Yara avant, quand elle allait bien et tout. Et je l'ai connue après. Et je me disais, ah, mais c'est trop dommage, du coup, le truc va se perdre, il n'y aura plus de guérisseur après Coyote, elle ne pourra pas apprendre, machin. Et je suis allée la voir après qu'elle soit sortie de l'hôpital. Et là, je l'ai regardée et en fait, j'ai compris. Et je me suis dit, mais elle n'a rien besoin de faire, elle est guérisseuse, c'est sa présence qui suffit. Elle n'a pas besoin d'être valide pour être guérisseuse. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai imaginé un truc pareil ? Vision d'occidentale. Mais oui, et là, ça a fait boum dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi je suis allée imaginer qu'elle ne pouvait pas être guérisseuse parce qu'elle était malade, parce qu'elle était alitée, parce qu'elle ne peut plus parler et bouger. Ben non, c'est un état. C'est comme avoir les yeux bleus, voilà, t'as les yeux bleus toute ta vie, c'est comme ça. Et elle est guérisseuse, et juste sa présence, ça suffit. Et là, c'est fort. La leçon qu'elle m'a donnée ce jour-là, c'était incroyable. Donc voilà, pour eux, ce que c'est être guérisseur. Après, voilà, ils disent, on peut apprendre, sans avoir ce don-là, sans être guérisseur, on peut apprendre à se servir des plantes médecine, par exemple. On peut se soigner par les plantes sans être guérisseur. Voilà, il y a des choses qu'on peut quand même apprendre sans avoir le don de guérison. Mais il y a d'autres trucs, s'il n'y a pas de connexion avec Dieu, ça passe pas et ça marche pas. Et voilà, ça c'est leur croyance. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais c'est en tout cas la vision que eux ont du fait d'être guérisseurs ou pas. Ok. Ouais, justement, ils utilisent ces plantes médecine. Alors, je parle pas de l'ayahuasca, hein. Là c'est plus ce que j'ai en tête, c'est plus comme l'ayurveda en Inde, où en Inde, je prends cet exemple-là parce que c'est celui que je connais, tu t'es ouvert, t'as un petit bobo, tu vas prendre une feuille d'un arbre de Nîmes et tu vas frotter dessus pour que ça cicatrise. Ça c'est le genre de pratique qu'ils ont, et du coup, pour le coup, qui est pas réservé aux guérisseurs. Ça, tout le monde dans la communauté sait le faire, à cette connaissance-là, où il y a quand même certaines personnes... Ouais, alors c'est exactement ça. Moi, les autres personnes de la communauté que je connais, je les ai pas vues faire ça spécifiquement, mais j'imagine que c'est de la connaissance commune, ouais, que tout le monde sait, voilà. Comme nous, on sait qu'on peut faire de la soupe d'ortie et de pissenlit, eux, ils savent que telle plante... Effectivement, il y en a une, on la coupe, ça fait une espèce de jus blanc, on se le met sur une coupure ou sur même de l'eczéma, des choses comme ça, des trucs de peau. Ça fait une mousse, et puis après, ça devient tout transparent, et boum, après, ça s'en va, ça cicatrise, c'est tout nickel. Donc, ouais, on peut utiliser les plantes de plein de façons. Après, les plantes, elles sont classées en différentes catégories. Il y a les plantes comestibles, il y a les plantes préventives, voilà. Et il y a les plantes maîtresses. Donc les plantes maîtresses, c'est celles qu'on utilise en cérémonie. Donc voilà, c'est pas la petite crème, machin, c'est la plante qui va nous permettre de nous connecter au monde spirituel, encore une fois. Donc ça, c'est des plantes aussi un peu particulières, comme les champignons. Le cacao fait partie des plantes maîtresses, le tabac. La cannabis, l'ayahuasca évidemment, il y en a pas au Costa Rica d'ayahuasca, mais ils ont d'autres plantes qui ressemblent à ça, dans les effets en tout cas. Donc voilà, ça c'est les plantes maîtresses, et il faut quand même savoir ce qu'on fait avec, surtout si on guide quelqu'un dans ce truc-là. Tant qu'à on faire. le rappelle. Ah, ça peut être sympa. Oui. Pas voir toutes les dérives qu'on voit aujourd'hui. Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications. Est-ce que tu veux rajouter des choses, parce qu'on a beaucoup parlé donc de ton expérience là, est-ce que peut-être
tu veux dire des mots par rapport à toi, comment tu l'as vécu pour le coup, même si ça fait un peu homme blanc de 40 ans qui raconte ce qu'il a vécu, mais t'as peut-être envie de dire aussi toi ton ressenti, comment tu as vécu cette expérience, qu'elle t'a apporté. Ouais, c'est vrai que c'était inattendu déjà, c'était vraiment... voilà, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à cette rencontre, je m'attendais pas à cet accueil non plus qui a été vraiment extraordinaire dans cette communauté. Voilà, ils m'ont tous dit quand je suis partie, tu reviens quand tu veux, et même si ce sont tes enfants qui viennent dans une génération, ils seront accueillis, on saura que c'est toi, on se souviendra, et voilà, c'était vraiment hyper un échange dans les deux sens, parce que vraiment on a appris l'un et l'autre de la culture de l'autre, et c'était extraordinaire. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour ce peuple, pour cette communauté qui m'a accueillie temporairement, et qui m'a livré quelques secrets pour lesquels je suis vraiment très reconnaissante, et ce que je retiens d'eux, c'est leur gentillesse, leur simplicité, et, et la positivité, je sais pas comment on dit, ouais, la positive attitude. Parce que voilà, ils sont tout le temps dans la gratitude. Même Coyote, quand ce truc-là est arrivé à sa fille, que c'était extrêmement dur, qu'on savait même pas si elle allait survivre, enfin que c'était vraiment très très dur, il remerciait tout le temps. Il disait ah mais si c'était pas arrivé, j'aurais pas rencontré telle personne. Si c'était pas arrivé, j'aurais pas pu faire telle expérience. Et il se plaignait jamais. Jamais il se disait mais pourquoi ça m'est tombé dessus et sur ma famille et machin. Jamais il était en colère, jamais il était... Bien sûr qu'il était triste, bien sûr que c'était dur, qu'il y avait des doutes, que voilà. Mais je sais pas si c'est le fait qu'il y avait toute sa communauté derrière leur famille, qu'il y avait vraiment un... Voilà, tout le monde était à la maison, était là à prier, à les aider, à les soutenir. Je sais pas si c'est ça ou si c'est la philosophie de vie qu'ils ont, un peu les deux certainement. Mais vraiment un truc de... Waouh, qu'est-ce que je suis reconnaissante d'être en vie et de faire ces expériences. Et donc moi, quand j'ai des jours un peu merdiques ou quoi, je me sors de ça, je prends un petit peu de recul, je me rappelle ces moments-là avec Coyote et je me dis waouh, attends, ça va en fait. Purée, ça va. Ça va. Et merci pour les moments difficiles et merci pour tout ça. Et oui, on en chie et oui, purée, des fois... Mais quand même, ça vaut le coup. Ça vaut le coup et on continue l'expérience, quoi. Donc pour ça, vraiment, je suis reconnaissante de repartir avec ça et pour la confiance que Coyote m'a accordée parce qu'au départ, c'était pas gagné quand on a fait les interviews. Son père était pas d'accord, les anciens du village étaient pas d'accord. Ils voulaient pas qu'on fasse ça. Ils voulaient pas qu'il parle de tout ça à une blanche, ils voulaient pas que ce soit diffusé sur internet, ils voulaient pas. Et en fait, on a parlé, on a négocié, on a tout ça. Et puis ils en sont venus à divers chemins et ils ont dit ok, d'accord, on le fait. On le fait avec toi. Et en fait, Coyote m'a nommé comme sa porte-parole en français, en anglais, voilà. Parce que lui, il parle que espagnol et puis il peut pas venir en Europe. Donc il m'a dit, maintenant toi tu fais ça. Tu continues ce que j'ai commencé et tu diffuses ce que j'ai dit. Ce que tu fais aujourd'hui. Voilà ce que je fais aujourd'hui. Donc dans plusieurs villes de France, je suis allée diffuser le reportage, montrer son artisanat, voilà, faire des trucs comme ça, le livre et tout. Et c'est incroyable la confiance qu'il m'a accordée et il m'a aussi livré certains secrets, voilà, des choses, des objets. Il m'a transmis des enseignements, des choses que je fais parfois en retraite d'ailleurs avec des gens, des outils, des trucs très puissants, très beaux, des fois dark aussi, des choses où il m'a fait confiance vraiment pour que ça continue en fait à se transmettre parce qu'ils voient bien que leur communauté elle est en train de s'éteindre à petit feu, qu'il y a plein de choses qui disparaissent et que leur but c'est de transmettre. Et voilà un petit truc pour finir, on parle souvent d'appropriation culturelle et il y a des gens qui me disent mais est-ce que c'est pas de l'appropriation ce que tu fais et tout. Et moi, je lui ai posé la question à Coyote. Moi, je voulais pas répondre d'abord. Je voulais que ce soit Coyote qui réponde. Et il m'a dit, mais c'est des conneries tout ça. Si moi, je t'enseigne des trucs,
Bah, c'est pour que tu les pratiques et pour que tu les diffuses. Quel professeur ne veut pas que ses élèves pratiquent et diffusent? Ça n'a pas de sens. Si moi je te donne quelque chose, bien sûr qu'il faut que tu l'utilises. Si je voulais pas te le donner, bah je te le donnerais pas. C'est aussi simple que ça. Donc non, c'est pas de l'appropriation. Si c'est moi qui te l'enseigne et qui te dit Ouais, de c'est ça. diffuser, bah vas-y, fais-le. Pose-toi même pas la question. Ouais, je pense qu'elle est là, la nuance. C'est si ça vient de la personne. L'appropriation, c'est plus, toi, t'es allé le voler, ou toi, t'as vu sur Internet que ce peuple fait ci, tu vas essayer de faire pareil. Donc voilà, si jamais il y a des gens qui se posaient la question, voilà la réponse. C'est tellement important de transmettre. Bah oui, bien sûr. C'est primordial. Ouais. Ben, merci beaucoup Pam, merci pour ce témoignage, merci de nous avoir expliqué, vous avez fait un petit aperçu des bêtas. Est-ce que tu veux bien du coup me redonner les liens pour toi te suivre, en découvrir plus sur ton univers, le lien pour le livre, je sais pas s'il est encore en vente, le lien du reportage, et puis si tu as pour des personnes qui iraient au Costa Rica et qui auraient envie de rencontrer Coyote, de voir son peuple, Ouais, si ça tu marche. as une façon de le contacter. Je veux bien me passer tout ça pour que je puisse partager pour les gens que ça intéresse, qui ont envie de découvrir plus et qu'on leur transmette d'autres choses. Ouais, avec plaisir. Je vous transmets tout ça. Et puis même si vous avez des questions et que vous voulez me les poser directement. Super. Voilà, parce qu'avec Coyote, des fois, c'est un peu compliqué. Google Trad, tout ça. Bon. Il a Internet, mais il n'est pas super au point non plus sur la technologie. donc voilà, si vous voulez qu'on se parle à trois et tout, il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Super. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Merci à toi, Alban. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.